Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc Anne-Sophie Marseille. Je suis ravie d'être là parmi vous et d'animer cette matinée technique sur ce sujet très intéressant des sols. J'aurai le plaisir de questionner les intervenants. Sans plus attendre, j'invite à me rejoindre Marc-André Sellos, qui est biologiste agrégé de sciences naturelles, professeur du Muséum national d'histoire naturelle au sein de l'Institut systématique évolution biodiversité à Paris. Marc-André, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'équipe interaction et évolution végétale et fongique. Votre recherche est centrée sur la microbiologie du sol et l'interaction mycorhizienne, donc c'est-à-dire la symbiose entre les racines de plus de 90% des plantes et les champignons des sols. Première question, pour introduire cette matinée. On a longtemps ignoré le rôle des sols. Quelles en sont les raisons face justement à ce changement climatique ? Le sol, c'est à la fois ce qui est profondément intime et ce qui est complètement lointain de nous. On a toujours les pieds sur le sol. Le sol est ce que l'on voit, c'est 90% de notre champ visuel est occupé par du sol qui interrompt notre regard. Hein. Le sol, c'est nous, je veux dire, ton magnésium, ton phosphore, ton potassium, ton fer, ça vient du sol. Donc en fait, on est des expansions du sol, donc c'est très intime, d'accord, et quotidien. Et puis, comme beaucoup de choses quotidiennes, on préfère s'informer sur Mars ou sur les cours de la bourse. En fait, on ne creuse pas la question, et quand on creuse, en fait, le sol, c'est plus qu'une surface, ça a une profondeur. Et non seulement on ne creuse pas la question, mais en plus, on ne se soucie pas de savoir comment, justement, puisqu'on a un lien intime au sol, comment on pourrait s'améliorer en améliorant le sol. En plus, culturellement, on a un problème, c'est que le sol, c'est là où on met nos déchets et nos cadavres. Donc, bon, on n'arrive pas à lui donner, conceptuellement, la place qu'il a, et notamment sa place d'outil. Donc je vais vous laisser nous exposer les principaux sujets sur lesquels le vigneron doit se pencher pour l'avenir de ses vignes. Marc-André, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bon, moi je ne suis pas vigneron, et donc je m'avance avec beaucoup d'humilité face à vous. C'est-à-dire que je ne sais pas faire du vin, et je ne suis même pas sûr que je saurais faire pousser de la vigne. Donc je ne sais pas si je vais dire ce que le vigneron doit faire, parce que ça, il n'y a que le vigneron qui le sait. En revanche, je vais vous dire ce que de ma fenêtre à moi, d'amateur de vin, de spécialiste de la physiologie des plantes et de spécialiste de la vie du sol, ce que je vois qu'on ne fait pas et qu'on pourrait faire. Il faut comprendre qu'on a dû traiter le sol avant de comprendre ce que c'était. Il a fallu cultiver avant d'avoir compris comment ça marchait. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, on n'a pas tout compris du sol. Là aussi, c'est l'autre humilité, c'est que moi, je ne sais pas tout sur le sol. Mais ce que je sais me permet de voir que ce que l'on fait n'est pas toujours ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est encore plus important, parce que si on aime la vigne et ceux qui la cultivent, on doit leur dire. Hein, à ses amis, on dit les choses sincèrement. Ça ne veut pas dire que tout est mal fait, hein, mais ça veut dire qu'il y a deux, trois trucs qu'on pourrait mieux faire au regard du peu que l'on sait. Et le peu que l'on sait, c'est en particulier des histoires de matière organique. Alors je vous parle d'un truc qu'il n'y a pas chez vous, hein, qu'il n'y a pas dans vos sols, puisque dans la préparation, on évoquait le fait que d'après le J-Sol, vous êtes à 0,5 à 1% de matière organique dans les sols. Je me marre parce que je sais ce qu'il faut dans un sol pour qu'il marche. On n'y est pas. Hein. Alors, c'est quoi la matière organique dans les sols ? Vous savez, on a tous en tête les acides humiques, l'humine. Alors, vous pouvez tout oublier. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. On s'est aperçu que c'était des artefacts d'analyse. La matière organique dans les sols, c'est très simple. C'est deux choses. Des restes de plantes qui sont fragmentés, qui ont une taille de ce qu'on appelle techniquement des limons, donc entre 2 microns et 50 microns. Et ces morceaux-là de plantes, ils sont très riches en carbone, mais il n'y a pas trop d'azote dedans, c'est de la lignine de la cellulose, donc les microbes ne peuvent pas le bouffer parce que ça manque d'azote. Vous y êtes ? Donc ça, c'est assez stable parce que les microbes pourraient l'attaquer, mais en fait, pour eux, ce n'est pas équilibré comme aliment. Donc, comme ça manque d'azote, ils le laissent. Et puis, c'est une deuxième fraction qui est faite de cadavres de microbes. Alors, sur le papier, ces cadavres de microbes, ils sont des restes de bactéries, des petits morceaux de champignons morts.
sur le papier, ça c'est très bon pour les micro-organismes du sol. Les autres pourraient très bien manger ça parce que c'est très riche en azote. Mais c'est tellement petit que c'est dans les trous de l'argile ou dans des trous de minéraux et ils n'arrivent pas à y accéder. C'est un peu comme une boîte de conserve quand on n'a pas de truc pour l'ouvrir. Vous y êtes? Donc, c'est stable dans le sol parce que les microbes pourraient le manger, mais techniquement, ils n'arrivent pas à le manger. La matière organique du sol, c'est ça. C'est des relativement gros restes végétaux indigestes et des petits restes microbiens théoriquement digestes, mais inaccessibles. Et ça, c'est la matière organique du sol. C'est ça, aujourd'hui, la façon dont on le voit. C'est pas très compliqué, pour le coup. C'est moins compliqué que les acides humiques, les humines et les autres machins avec des noms à la grecque. Alors, ceci étant posé, la question c'est qu'est-ce que ça fait dans le sol, la matière organique? Eh bien, je vais vous dire, ça fait tout. Ça fait la différence avec une surface rocheuse, en fait. Le propre du sol, c'est d'être de la roche. Ça, quand vous avez un tas de cailloux, il y en a, et de la matière organique. Alors déjà, ça nourrit tout un tas de microbes qui font en plus autre chose. Ils vont dissoudre un peu les roches pour avoir du phosphate et du fer, donc ils créent de la fertilité à partir des roches, pour certains d'entre eux, en les déstabilisant. D'autres vont prendre l'azote atmosphérique pour en faire de l'azote protéique dans eux, puis quand ils seront morts et décomposés, ça fera de l'ammonium ou du nitrate. Donc en fait, en permettant la vie du sol, ça permet la fertilité du sol, la fertilité spontanée par le monde microbien. Et non seulement ça, mais en plus, il y a des organismes qui mangent de la matière organique du sol qui sont obligés de se déplacer pour aller chercher ça. Et quand ils se déplacent, ils perturbent le sol, ils font des trous. Et c'est ça qui, fait des trous dans le sol où vous allez pouvoir mettre de l'eau. Les trous du sol, ils s'éboulent normalement relativement vite. Mais s'il reste des trous, c'est que perpétuellement, la vie du sol refait des trous. Les trous, il y aura de l'eau. Et puis, ils mélangent un peu et ils permettent que l'eau qui circule dans le sol et qui emmène toute la richesse du sol vers la profondeur, ils permettent de remonter cette richesse. Donc là, je vous ai rappelé ce que fait la vie du sol, mais il faut bien comprendre que cette vie du sol qui fait les trous, qui mélange, qui tire la fertilité des roches et des gaz, elle n'existe que s'il y a de la matière organique. Donc en fait, on peut dire que la matière organique, c'est ce qui permet la fertilité des sols. Voilà. Indirectement, certes. Et puis alors, la dernière chose, et la plus importante, je vous parlais de trous et d'eau, il y a un truc qui est vraiment important à réaliser, c'est que s'il n'y a pas de matière organique dans les sols, il n'y a pas d'eau. Pourquoi ? Parce que c'est gentil de faire des trous, mais les trous, ça s'éboule. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mine pour être sûr que ça ne s'écroule pas ? On boise. C'est-à-dire qu'on met du bois pour soutenir les galeries. Et on ne met pas des piliers de béton, parce que le béton, ce n'est pas souple. Or, il faut des choses qui, s'il y a des mouvements dans la roche, encaissent les mouvements. Un trou dans le sol qui marche, un vrai trou, ce n'est pas un trou de labour qui s'effondre. La preuve que les trous de labour s'effondrent, c'est qu'il faut relabourer l'année suivante. D'accord ? Un trou, ça marche quand c'est enduit de matière organique, parce que la matière organique, elle colle les morceaux de sol. Et là, vous arrivez au dernier point sur la fonction de la matière organique, c'est que ça colle, ça s'oppose à l'érosion et ça encolle les morceaux de roche qui sont au sommet des trous. Et c'est un encollage qui est souple, c'est-à-dire quand il y a des compactions, ça amortit le choc. Exactement comme les boisements dans les galeries de mines. Donc, ça fait du trou stable, qui va retenir l'eau. En plus, la matière organique, par elle-même, elle retient l'eau. Et on a parce que c'est comme le coton, c'est affine pour l'eau. Donc, vous voyez que ça nourrit la vie du sol, et donc ça fait la fertilité. Ça fait les trous. Ça consolide en empêchant l'érosion et en consolidant les trous. Et puis, l'autre chose, c'est que par soi-même, ça retient l'eau. Et on dit souvent que si on augmente de 1% la teneur en matière organique d'un sol, on peut retenir 10 mm d'eau de pluie en plus. Alors c'est un chiffre grossier,
pas tellement sourcé, mais c'est un ordre de grandeur qui fixe les idées, je trouve. Alors là, on se dit qu'il faut absolument garder la matière organique dans les sols. Comment on garde la matière organique dans les sols? Il ne faut pas la détruire. Or, le labour, transitoirement, il crée de grandes aérations dans le sol. Bon, il tue les champignons, il tue les animaux, mais pas les bactéries. Ils sont trop petites pour savoir ce qui se passe. Et quand vous avez aéré et que vous avez laissé les bactéries, ça respire à donf. Donc labourer, c'est détruire la matière organique. Par le labour, les sols agricoles français ont en moyenne perdu 50% de leur matière organique depuis 1950, juste par le labour. Et aujourd'hui, on n'amène plus de matière organique. Pourquoi? Parce qu'on laisse le sol nu après le labour. Donc comme il n'y a rien qui passe, qui pousse, ça ne ramène pas de matière organique. Et on continue de récolter la culture. 2, on amène les engrais maintenant sous forme minérale et pas organique. Je ne pense pas d'ailleurs que demain, même si on maximise la fertilisation organique, on aura toujours un peu besoin des engrais. C'est parce que je suis en train de minéraux. Je ne suis pas en train de dire que c'est 0 engrais minéraux, mais je dis juste qu'on n'amène plus de matière organique. On récolte, on n'amène plus de matière organique, on laboure. Il faut absolument, si on veut de la matière organique, retourner à un état où on ne laboure pas beaucoup et où on amène un maximum de matière organique. Par parenthèse, ne brûlons pas, alors je crois que c'est à peu près acquis dans la région, mais ne brûlons pas les sarments. On va s'en servir comme paillage sur le cavaillon, sur le rang, pour éviter les mauvaises herbes, et on va le restituer sous forme de matière organique au sol. En plus, ça fait couvre-sol, c'est très bien. Bon. Donc, voilà, et donc on ne laboure pas, on amène autant de matière organique qu'on peut, et puis on enherbe. Parce que quand on enherbe, on va couper cette herbe à un moment, on la mettra au sol, et si tout va bien, elle sera enfouie par des vers de terre, mais surtout, ce qui sera déjà enfoui de toute façon, même si vos vers de terre sont un peu paresseux, c'est le tiers de la masse qui est racinaire. Et quand on coupe les feuilles, la plante, elle tue des racines, donc c'est autant de matière organique déposée dans le sol, elle tue des racines parce qu'elle a trop de racines par rapport à ce qui lui reste de feuilles. Donc même si les parties aériennes ne sont pas bien enfouies, et même si vous aviez envie de les récolter, ce qui est tordu, mais enfin pourquoi pas, quand vous coupez de l'herbe, vous faites mourir des racines qui deviennent autant de matière organique enterrée. Bon. Donc un des moyens, c'est d'avoir des vignes enherbées. Alors on va y revenir parce que c'est un sujet irritant, l'enherbement des vignes. Je vais y revenir par un autre bout. Alors maintenant que je vous ai raconté ce qu'était la matière organique et ses fonctions et les façons de l'entretenir, qui sont des visions générales, après on arrive ou non à les incarner dans un terroir ou dans une parcelle ou dans un itinéraire technique. Je ne dis pas que c'est une partie de plaisir. J'aimerais revenir un peu plus sur les couverts. D'abord, je voudrais vous rappeler que le sol, il n'a jamais été découvert avant que l'homme existe sur Terre. Il y a toujours des trucs qui poussent. Et c'est une des choses d'ailleurs qui l'empêche de s'éroder et qui amène de la matière organique. Le sol est toujours couvert. Quand vous voyez un sol nu, c'est une sorte de chose complètement artificielle faite par l'homme qui n'est pas durable, ne fût-ce qu'à cause de l'érosion induite. Alors évidemment, si vous n'aimez pas vos petits-enfants, vous en foutez de l'érosion. Parce que vous aurez encore votre sol. Mais posons un instant le cas de figure où on aime nos petits-enfants, voire nos enfants, parce que dans les Hauts-de-France, l'érosion maintenant, c'est que quand il pleut, les champs ils partent en coulée de boue. Donc il y a des fois, c'est juste s'aimer soi-même que de prendre soin de la matière organique et de l'enherbement. Mais bon, ici, admettons que ce soit aimer ses petits-enfants, et admettons que nous aimions nos petits-enfants et que nous ayons envie qu'ils soient encore capables de faire du pinard correct, comme on le fait ici. Et à ce moment-là, les couverts, ils ont plein de fonctions qui sont leurs fonctions habituelles. Donc, le premier, évidemment, c'est de lutter contre l'érosion, puisque c'est une sorte de pelage qui va faire que et l'érosion éolienne et l'entraînement par l'eau sera moins facile. Et puis, il y aura l'aspect indirect d'apport de matière organique qui va permettre de bien coller les morceaux de sol ensemble. La deuxième chose, c'est que ce couvert-là, il va se nourrir en pompant de l'azote et du phosphate dans le sol. Il va peut-être même avoir des légumineuses qui sont capables d'exploiter par le biais de petites bactéries qu'elles hébergent l'azote atmosphérique. Donc, il va au moins retenir la fertilité dans la parcelle quand il n'y a pas d'activité de la vigne, mais il va aussi éventuellement introduire de l'azote s'il est fixateur d'azote. Donc il est bon pour la richesse du sol, si on le choisit bien.
Donc les plantes gourmandes en azote, gourmandes en phosphate et en minéraux, c'est les crucifères, les phacélies, des choses comme ça. Les plantes fixatrices d'azote, c'est les légumineuses. Et c'est la première chose. La deuxième chose qui commence tout juste à apparaître, parce que comme on n'a pas de recul sur les couverts, il n'y a pas trop de science et il n'y a pas de technique dessus, c'est que, en fait, vos couverts peuvent être des répulsifs à emmerdeurs. Alors, repousser les emmerdeurs, c'est le rêve de tout individu normalement constitué. Il y a notamment des travaux qui montrent que certaines légumineuses sont de bons répulsifs à Xiphinema, les petits nématodes qui transmettent le cournoué. Elles peuvent réduire la charge de cournoué en un hiver d'un facteur 2 à 3. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, vous allez avoir 2 ou 3 fois moins de ces nématodes qui transmettent le virus du cournoué. Mais c'est qu'un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez, on est au début de la maîtrise des couverts et pour l'instant, on sème un peu comme on peut, mais on ne gère pas du tout cet aspect. On le gérera sans doute mieux demain. Repousser les emmerdeurs, c'est d'ailleurs aussi le fait que quand il y a un couvert, alors vous allez sourire parce que vous, le mildiou, c'est peut-être pas votre urgence immédiate, mais quand il y a un couvert, il y a moins de splash. Or, le mildiou, il a fait des spores qui sont tombés avec les feuilles, et comment ça remonte sur les nouvelles feuilles l'année suivante? Par le splash de la pluie. Les couverts enherbés permettent dans les vignobles exposés au mildiou d'avoir 2 semaines à 1 mois de retard dans l'arrivée du mildiou sur les feuilles. Voilà. Alors, ok, ici, peut-être que le mildiou, ce n'est pas un truc d'actualité. Ensuite, ce couvert, il va non seulement éventuellement gérer les emmerdeurs, mais il va aussi gérer les alliés de la vigne. Alors, il est temps que je vous avoue mon principal forfait dans l'existence, c'est que moi, je m'intéresse surtout aux champignons qui sont associés aux racines des plantes et qui les aident à se nourrir. Les fameux champignons mycorhiziens, dont les collègues de Mycophyto vont vous reparler ensuite. Ces champignons-là, ils ne vivent que quand ils sont alimentés par des racines. Si vous avez une vigne qui n'a pas de feuilles, donc qui n'envoie pas de carbone dans les racines, et un sol nu, il meurt. Voilà. Et donc, vous reconstituez à partir de quelques spores le réseau des champignons mycorhiziens la saison suivante. Vous me suivez? Vous avez vraiment envie que dans l'interrang, il y ait des choses qui, dans la période où la vigne n'est pas en végétation, assurent la nutrition de ces champignons-là. Donc, l'interrang, il peut aussi entretenir les auxiliaires. Alors, l'eau. En fait, vous en foutez de tout ce que je vous ai raconté. Votre idée, je pense, c'est l'eau dans la vigne, surtout dans cette région. Et vous dites, il est sympa avec sa cravate et ses champignons mycorhiziens, mais moi, c'est l'eau mon problème. Alors, raisonnons 2 secondes. D'abord, je veux avoir de la matière organique dans mon sol. Vous allez me dire, j'ai qu'à l'amener sous forme de fumier, je m'en fous du couvert. Ok, mais il faut que l'eau rentre dans le sol. Oui. Elle rentre mieux s'il y a des racines. Parce qu'une fonction méconnue des racines, c'est quand il pleut d'être des autoroutes à pénétration de l'eau le long de la racine, une zone où le sol a été légèrement écarté et bourré de mucilage sécrété par les racines. On l'ignore, mais la racine est une autoroute. En plus, si je n'ai pas labouré et que j'ai une vie du sol important, j'aurai des trous de vers de terre qui peuvent augmenter la percolation de l'eau d'un facteur 10 par rapport à un sol où il n'y a pas de vers de terre. Donc l'idée, c'est que si vous voulez charger votre sol en eau, il faut qu'il soit vivant et notamment qu'il y ait des racines. Alors, je n'ai pas dit qu'il y aurait 0 compétition pour l'eau. J'ai juste fait remarquer que pour que l'eau rentre, il faut ça. Et il ne faut surtout pas labourer parce que quand on laboure, et là je vous parle sous couvert d'ailleurs de l'avis de mes collègues, largement de vos vignes, quand on laboure, on fait une semelle de labour. Et l'eau, elle ne passe pas la semaine de labour. Et si jamais elle la passe, les racines ne la passent pas. Donc le labour n'est de toute façon pas une solution intermédiaire au couvert, alternative au couvert, parce qu'il va cantonner les racines dans la zone de surface et empêcher d'aller chercher loin en profondeur. C'est de labour, ça ne se voit pas en surface, mais quand vous déterrez vos vignes, regardez où sont les racines, et vous verrez qu'assez souvent, elles sont cantonnées en surface. Elles sont d'autant plus cantonnées en surface que, comme vous avez labouré et que si jamais vous avez labouré, si vous n'avez pas de couvert, elles n'ont pas l'habitude de la compétition en surface. Or, par où arrivent les engrais?
Par où arrive l'eau? Par la surface. Donc, quand vous n'êtes pas emmerdé en surface, vous allez chercher les choses où elles arrivent, et vous vous retrouvez avec un enracinement superficiel. Donc, quand ensuite on passe en couvert, on se retrouve avec une vigne qui a des racines superficielles et qui est en concurrence directe, évidemment, avec le couvert. Donc, quand on commence à installer un couvert dans une vigne qui très longtemps n'en a pas eu, on encaisse frontalement le choc de la compétition pour l'eau. Alors, ce d'autant plus d'ailleurs que si vous regardez comment sont badigeonnées les hormones qui permettent la rhizogénèse sur vos porte-greffes quand vous plantez vos petits bâtonnets, là, en plus, c'est surtout sur les côtés. Donc, d'emblée, les racines se font en moustache autour de la base du porte-greffe. Donc déjà, spontanément, la racine, elle fait plus des racines sur les côtés que vers le bas. Ensuite, il n'y a pas de compétition, donc elle les installe bien en surface. Là, si vous en avez, c'est une catastrophe. Il faut apprendre à tailler la vigne. Ça ne se fait pas qu'au-dessus, ça se fait en dessous. Les Bourguignons avaient par exemple des tranchoirs, comme ils appelaient ça, pour faire de la tranche. C'est-à-dire qu'ils avaient des espèces de lames qui pouvaient aller jusqu'à 40 cm de long, qu'ils enfonçaient autour des jeunes plants tout autour pour couper toutes les racines qui s'étaient développées dans les 40 premiers centimètres. Et tailler la vigne vers le bas. Alors comment on taille la vigne vers le bas? Ça veut dire que dès qu'on fait une vigne, il faut lui apprendre à vivre avec l'herbe et lui imposer l'herbe dès le départ. Je suis d'accord que ce que je vous propose ne permet pas de traiter des vignes déjà anciennement habituées à vivre en surface et obligées de le faire éventuellement à cause d'une semelle de labour. Mon propos veut dire aussi que si j'ai dit qu'il ne faut pas labourer et pas trop perturber le sol, des fois casser une semelle de labour, si elle existe, c'est pas la peine sinon, mais casser une semelle de labour, casser un héritage de labour, ça peut se faire avec un bon sous-solage avant de renouveler une vigne. Mais il va falloir vraiment apprendre à avoir un doigté sur la taille du système racinaire, et le système racinaire se taille par la compétition. C'est permettre aux racines d'aller chercher en profondeur l'eau que ne peuvent pas aller chercher en profondeur les plantes du couvert, mais que ces plantes du couvert, et l'absence de semelle de labour, cette eau qui pénètre grâce à ça et qui va aller en profondeur. En fait, votre couvert creuse sa propre tombe. En permettant à l'eau de rentrer, il la met là où la vigne peut la rattraper. Alors si jamais elle est adaptée à ça, et pas là où il peut l'attraper lui. Mais ce n'est pas la situation où on est quand on commence, je le concède totalement, à enherber une vigne qui ne l'a jamais été. Et ça, dans un pays dont le climat estival est de plus en plus sec, c'est une des façons de faire des réserves d'eau. Paradoxalement. Un couvert bien géré, il ne s'agit pas d'avoir une forêt vierge dans les vignes, et puis la matière organique dont on parlait. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu ou pas, de toute façon, il y aura toujours un résidu de compétition pour l'eau, ça c'est inévitable, mais au passage, on a recroisé cette semelle de labour qu'on n'aime pas beaucoup et dont il va falloir s'affranchir. Ok, alors un autre enjeu, et vous allez voir, c'est un autre enjeu qui n'est pas forcément orthogonal avec les enjeux climatiques, je vais y revenir, c'est la question des pesticides. Les pesticides, c'est... vous savez que la vigne, c'est 3% de la surface agricole utile en France, et c'est 20% des intrants, parmi lesquels il y a 80% de pesticides qui sont surtout des fongicides. Entendons-nous, sans eux, il y a des années, on n'aurait pas de pinard. Donc la question n'est pas celle du zéro pesticide. Il est celle d'un minimum de souplesse avec les pesticides, d'accord, qui permettent d'alléger autant que peut se faire les charges, parce que les pesticides, il faut les acheter, et puis il faut les épandre. D'accord ? Donc la question ici est une question aussi économique et une question sanitaire. Pardon, mais le respect que je vous dois est de vous rappeler que vous manipulez des choses qui sont dangereuses pour votre santé. Elles le sont aussi légèrement pour les consommateurs parce que la solution d'alcool et d'eau qui est le vin est un très bon solvant pour les résidus de pesticides, mais il est vrai qu'il y en a quand même très peu dans le produit fini. Moi, je pense que le vrai problème sanitaire, ce n'est pas pour les consommateurs, c'est pour vous. Parce qu'on sait qu'il y a des précautions à prendre, mais ne me la faites pas. Moi, je sais aussi au laboratoire, on manipule les produits dangereux. Je sais très bien que les 2 premières années, on est extrêmement méthodique. Mais enfin, un jour, on est un peu pressé, il pleut, donc on n'enfile pas la combinaison, ou vous y êtes. Et donc, en fait...
il faut se rappeler que ces produits-là ne sont pas très bons pour vous, quoi qu'on vous en dise. Alors, vous avez la chance d'être dans un climat sec qui limite votre utilisation des pesticides. Mais les pesticides, ils ont un dernier petit défaut, c'est qu'ils tuent tout. Parce qu'ils sont à large spectre. Or, vous le savez peut-être, et vous allez me dire qui le sait dans la salle. La vigne, comme les arbres et les choses qui grimpent dans les arbres, c'est son écologie naturelle de grimper dans les arbres. La vigne a des petites touffes de poils sous les feuilles qui abritent des acariens, qu'on appelle notamment des typhlodromes, mais il y a plusieurs espèces dans la vigne, qui s'abritent dans les touffes de poils et qui sortent sur les feuilles pour manger. Et quand ils mangent des acariens phytophages et des champignons en train de germer. Donc c'est des brosses à feuilles. Alors qui connaît les typhlodromes ici? Qui a entendu parler de ces acariens protecteurs des feuilles? Allez, n'hésitez pas à lever la main, qu'on voit... Vous voyez, en fait, on n'a pas besoin des typhlodromes quand on applique des produits, puisqu'on fait le travail à leur place. Sauf que comme on les tue, on a besoin d'appliquer plus de produits, puisqu'ils ne sont plus là pour nettoyer. Alors, je n'ai pas dit que les typhlodromes vont sauver la vigne, mais je dis qu'ils peuvent être empilés dans des méthodes qui feront la vie plus dure aux pathogènes. Donc, nos pesticides, ils ont un défaut, c'est qu'ils tuent aussi les bons. Ils tuent les trichodermas, qui sont des mycoparasites qu'on a sur les feuilles. Ils tuent les pseudomonas, qui bloquent l'extension du mildiou. Ils tuent tous les trucs qui sont les protections naturelles de la vigne, qui ne valent pas aussi bien qu'une protection chimique, mais qu'on n'utilise pas du tout dans un cocktail de méthode. Alors vous allez me dire, il est gentil lui, mais on voit qu'il n'a jamais fait de vin et jamais élevé de vigne, parce que sans pesticides, on ne fait pas de raisin. Alors, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. Et j'aimerais vous dire que cette histoire-là en rencontre une autre qui, pour le coup, est inévitable. C'est le changement climatique. Alors moi, je lis un travail génial sur le grenache et les cépages du sud de la vallée du Rhône, qui me dit qu'en 50 ans, eh bien, on a perdu 1,3 g par litre d'acidité. On a perdu, les baies ont diminué de 20% en taille, ce qui fait un rapport pellicule sur chair complètement différent. Et finalement, qu'on a gagné 2,6 degrés d'alcool. Bon, ça, vous le savez. Ce que je veux vous dire, c'est que demain, votre vin, il va changer si vous gardez les mêmes cépages. Donc, quitte à ce que ça change, choisissons ce changement. L'idée, c'est de vous proposer d'avoir, aussi bien par rapport au climat que par rapport aux résistances des nouveaux cépages. Ça va bouger, les cépages. Comme du reste, ça a bougé historiquement, parce qu'ici, à l'époque romaine, on ne cultivait pas. On le sait maintenant très clairement, génétiquement, on ne cultivait pas les cépages actuels, mais des choses qui sont leurs grands-parents plutôt. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il va falloir changer de cépage, et qu'une des façons d'optimiser tout, c'est non seulement de choisir des choses adaptées au climat et au sol, mais aussi résistants. Et je voudrais que vous gardiez les yeux grands ouverts sur les cépages qui ont des résistances dites durables, c'est-à-dire des résistances multiples et difficilement contournables par les pathogènes. Alors, c'est les résidus que développe l'INRAE, et vous allez me dire, oui, mais bon, ils ne sont pas terribles. D'abord, soyons-en sûrs, utilisons la logique des VIFA à fond, testons-les. Deuxièmement, peut-être il faut les recroiser par des cépages qui réussissent localement, et pour avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire l'adaptation locale des uns et la résistance des autres. N'est-ce pas ? En tout cas, il faudra changer. Et ça, c'est important parce que, aussi bien en termes de pratique qu'en termes de matériel, ce que je suis en train de vous dire, c'est la nécessité du changement. Et revenons au cœur de ce qu'est la viticulture. Ah oui, au passage, les résidus, on divise les IFT par 10. C'est de l'argent et du tassement du sol, donc de la possibilité d'accueillir de l'eau économisée. Vous voyez que gérer les sols, c'est gérer le matériel végétal. Et donc, pour finir, j'aimerais terminer en vous parlant de la grandeur de la viticulture française. Ce discours-là, je peux le tenir de l'agriculture en général, mais je voudrais vous parler de la grandeur de la viticulture française. Vous pourriez penser que c'est ce qu'elle est, avec ses cépages et ses pratiques. Moi, je vais vous dire, c'est pas ça du tout. C'est son agilité,
c'est sa capacité à s'adapter. Vous avez bouffé le phylloxéra, vous avez bouffé l'oïdium, vous avez bouffé le mildiou, vous avez adopté la mèche hollandaise. Alors ok, on n'était pas nés, mais à un moment ça s'est fait et le vin a quand même beaucoup changé. En réalité, vous avez maîtrisé la malolactique, peu ou prou. En tout cas, vous savez qu'elle existe. Il y a 100 ans, on ne le savait pas, hein, ou à peine. Donc, en fait, c'est la capacité d'évoluer qui ne s'est jamais démentie. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on va, face à la nécessité d'évoluer, continuer à avoir cette agilité d'anticipation et de solution qu'on a toujours eue, ou est-ce qu'on va se faire foutre des baffes par des obstacles qui arrivent inéluctablement, alors qu'on ne veut pas profiter des connaissances que l'on a pour bouger. C'est le cœur de la question, que ce soit en matière de sol ou de cépage. Merci beaucoup Marc-André. On va vous retrouver dans quelques minutes autour d'une table ronde. Je vous laisse vous rasseoir. Merci beaucoup.